24 juillet. Guillaume Soro qui exhorte les députés ivoiriens à mettre à profit les vacances parlementaires pour aller à la rencontre des populations. Message lancé à la tribune de la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Une nouvelle gare routière interurbaine et internationale à Adjamé au nord d'Abidjan. La première pierre de l'édifice sera posée demain après-midi par le président de la République. En attendant, les populations et les principaux acteurs du transport font part de leurs attentes. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis à 72 heures de la présidentielle malienne, la CEDEAO envoie dans le pays plus de 200 observateurs. La mission dirigée par l'ancien président ghanéen John Kufuor est arrivée ce mercredi à Bamako. Elle se réjouit des conditions sécuritaires en place. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Le Royaume d'Arabie Saoudite et le Libéria ont de nouveaux ambassadeurs accrédités près la République de Côte d'Ivoire. Les deux diplomates ont présenté leur lettre de créance aujourd'hui au chef de l'État, Alassane Ouattara, comme vous le voyez sur ces images. C'était bien sûr au palais présidentiel. Vous entendrez les nouveaux ambassadeurs dans nos prochaines éditions. Notre pays serait-il devenu l'Eldorado? En tout cas, les délégations étrangères se succèdent dans la capitale économique ivoirienne. Une forte délégation d'hommes d'affaires et investisseurs singapouriens est en ce moment à Abidjan. Elle a été reçue en audience par le président Alassane Ouattara dans la journée. La délégation conduite par Lee Yi-Shian, ministre d'État, ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour. L'objectif justement de ces hommes d'affaires et investisseurs singapouriens est d'explorer le marché ivoirien pour voir des opportunités d'investissement dans le pays. Ils semblent intéressés par bien d'affaires dans notre pays. Le point avec Honorine Anigori. La délégation singapourienne d'hommes d'affaires et d'investisseurs a été accueillie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le ministre Jean-Louis Billon du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Il se réjouit de la présence de ses hôtes et attend beaucoup d'eux. J'espère qu'avant leur départ, nous allons pouvoir enregistrer des projets d'investissement pour la Côte d'Ivoire. Ça va nous faire beaucoup de bien à notre économie. Quant à la délégation de Singapour, elle compte investir en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour découvrir la Côte d'Ivoire, voir les opportunités d'affaires et l'environnement des affaires. Nous sommes là avec une grande délégation d'hommes d'affaires afin de discuter des opportunités d'affaires avec les autorités ivoiriennes et le secteur privé ivoirien. En plus des rencontres du travail avec bien d'autres ministres, la délégation singapourienne sera reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Et vous l'avez vu, cette délégation a été reçue par le président Alassane Ouattara cet après-midi. Je vous le disais en titre, les députés ivoiriens sont en vacances après les 3 mois qu'ont duré la première session ordinaire. Aujourd'hui a eu lieu la clôture de cette première session de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, exhorte ses collègues à mettre à profit les vacances parlementaires pour aller à la rencontre des populations. Broléon. Ils partent de l'hémicycle, pas pour toujours, mais pour un trimestre environ, le temps des vacances parlementaires. Vacances qui interviennent 3 mois après que les députés ont examiné et adopté sur les 22 textes soumis par le gouvernement 19 lois. Une loi de finances pour l'augmentation du budget de l'État, 6 lois ordinaires et 12 lois relatives à des conventions internationales. Autre activité développée durant le trimestre écoulé, la coopération interparlementaire avec notamment le Sénégal, la diplomatie parlementaire avec pour effet la tenue à Abidjan de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est soldée par l'occupation par la Côte d'Ivoire du poste de vice-président de cette institution. La première session parlementaire, donc une session pour repositionner la Côte d'Ivoire. Ces résultats pour le président de l'Assemblée nationale ne doivent pas constituer un motif d'inactivité pour les députés. Guillaume Soro les a exhortés à aller au contact des populations, prenant l'engagement lui-même devant le chef de gouvernement et des présidents d'institutions de mettre ses congés à profit. La clôture de la première session parlementaire, aussi une occasion pour le président de l'Assemblée nationale de rendre compte de la mission qu'il a conduite en Égypte pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre du règlement
de la crise égyptienne. En bref et en image, cette autre tentative d'évasion hier à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il aurait eu des blessés et des morts. Les raisons à l'origine de cette évasion ne sont pas encore connues. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme promet donner des informations complémentaires le plus tôt possible. Elle était en visite de travail en France. Maître Foussiata Bambalamine, ministre ivoirienne de la Communication, a été reçue en audience par le ministre français des Droits des femmes et celle du redressement productif chargé des petites et moyennes entreprises. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la création d'un projet de porte-parole numérique. Patricia Omouetia. Rencontre riche et passionnante pour Maître Foussiata Bambalamine, ministre de la Communication et porte-parole adjoint du gouvernement, en visite de travail et d'amitié en France. La ministre ivoirienne de la Communication a été reçue en audience par son homologue des droits des femmes et porte-parole du gouvernement français, Naja Vallaud Belkacem. Ordre du jour, échange d'expériences et recherche de formules tendant à rendre le porte-parole plus dynamique et plus attrayant pour les populations. Autre étape de cette mission, la rencontre avec Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargé des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Selon Maître Foussiata Bambalamine, la Côte d'Ivoire veut s'imprégner de l'expérience de la France qui est déjà passée au numérique. Entourée de leurs collaborateurs respectifs, l'audience s'est déroulée dans une atmosphère conviviale. Lancé en avril dernier lors du FESPACO, le groupe Canal France International et Canal+ Afrique ont sélectionné 15 réalisatrices issues de 13 pays d'Afrique de l'Ouest, dont 2 ivoiriennes. Les candidates se réunissent ici à Abidjan du 24 juillet au 2 août prochain pour une formation sur le développement et l'écriture de leur projet. Les explications de Patricia Omouetia. Les réalisatrices africaines francophones sont à l'honneur. Rencontre qui s'annonce riche et passionnante dans le cadre de l'appel à projet L'Afrique au féminin. Projet qui vise à repérer de nouveaux talents et à soutenir les femmes dans l'accès au financement, au métier de l'audiovisuel et dans la réalisation de leurs films. Pour ce documentaire, j'ai choisi 2 amies à moi qui réussissent très bien dans leur domaine. Une est responsable d'un institut de mode et une autre est créatrice de mode. Et bien souvent en Afrique, on se dit qu'on ne peut pas s'en sortir, on n'arrive pas à joindre les 2 bouts en choisissant ces métiers-là. Et le but de ce documentaire, justement, c'est de démontrer qu'il est possible de réussir en choisissant cette voie pour peu qu'on y mette la volonté. Même si on a déjà appris à faire la réalisation 10 ans, 15 ans, mais les choses évoluent. Les formateurs aussi ont leur sens de créativité. C'est une occasion pour moi de voir pour eux et d'en ajouter chez moi. Encadrés par 4 experts, les candidates vont mettre en pratique différents exercices sur la production, le son, le portrait, indique le chef de projet. Le thème de ce concours, c'est réussir en Afrique. Et à travers ces 15 projets de réalisatrices africains, elles mettent en valeur l'Afrique qui réussit. Au thème de cette session d'aide à l'écriture, chaque réalisatrice retournera dans son pays pour tourner un film. Les meilleurs seront de nouveau réunis pour une session de montage post-production. Cette première session de formation a vu la participation de 15 réalisatrices africaines francophones. Une nouvelle gare routière interurbaine et internationale à Djamé au nord d'Abidjan. La première pierre de l'édifice sera posée demain après-midi par le président de la République Alassane Ouattara. En attendant, les populations et les principaux acteurs du transport font part de leurs attentes. Ils sont au micro de Mamadou Kouassi. Recherche de clients à la criée, insalubrité, stationnement irrégulier, insécurité, raquettes. La liste n'est pas exhaustive. Comme on le constate, c'est l'anarchie qui règne au quotidien à la gare routière d'Adjamé, une gare qui accueille environ 2 millions de voyageurs par jour. Souvent, il arrive qu'il y a on fait un peu de palabres et puis ça ne rentre pas trop des gens. Pour ceux qui sont un peu nouveaux, qu'ils viennent ici, ils ont un peu peur. Une fois il pleut, une fois, deuxième fois, on n'arrive plus à circuler. La gare, tellement de boue, les passagers même refusent de rentrer à la gare. Ils sont obligés de stationner au bord de la route. Raison pour laquelle vous voyez, les petits gars sont stationnés en bordure de la route. Donc, ici maintenant, à l'intérieur, on n'arrive plus à voir des passagers. Ils sont obligés de nager dans la boue. La Côte d'Ivoire mérite une gare mieux que celle que nous avons actuellement. Le message des usagers du transport semble être compris par le gouvernement.
Une nouvelle gare routière interurbaine et internationale verra bientôt le jour à la place de l'ancienne case d'Adjamé, sur une superficie de 35 hectares. Un terrain acquis depuis 1995. Un projet qui va permettre la réorganisation du secteur du transport et aussi faire naître l'unité au sein des acteurs. Nous avons vraiment beaucoup d'espoir à cette nouvelle gare et nous prions Dieu qu'elle puisse avoir jour. Mais nous ne souhaitons pas qu'elle soit une gare vide, comme je reviens là-dessus. Parce que si elle est faite de façon à frustrer une partie des transporteurs, c'est sûr que les autres transporteurs se montreront solidaires et ne viendront pas dans cette gare. Parce qu'une chose est de construire une gare et une chose est de travailler au sein de cette gare et de rembourser l'investissement. C'est le signe du départ de la professionnalisation vraie du monde du transport. C'est comme ça que nous le percevons. Une gare moderne qui n'aura rien à envier aux gares routières dans les autres pays développés du monde. Donc je pense que cela va résoudre beaucoup de problèmes. Depuis les 60, les transporteurs attendent à une gare de ce nom. Et le président vient de nous présenter que vraiment il est notre président. C'est l'homme de la solution. Et à mon nom aussi, j'appelle tous les transporteurs de tous les territoires de Côte d'Ivoire pour que tout le monde soit là demain, pour que vraiment on fasse une grande fête. D'un coût de 47 milliards de francs CFA, la nouvelle gare routière d'Adjamé sera composée d'un bâtiment central, d'un grand hall, des quais fermés, des zones services et un village boutique. Des équipements et des services publics sont aussi prévus, tout comme des lieux de culte, des banques, des services de police et des pompiers. 7 milliards de francs CFA pour réhabiliter et construire des infrastructures sanitaires au bénéfice des populations ivoiriennes. Le projet qui favorisera l'amélioration des conditions de vie des plus défavorisés a été lancé cet après-midi ici à Abidjan. L'éclairage de Francis Boifo. Entre l'UNICEF, le gouvernement néerlandais et celui de Côte d'Ivoire, un partenariat. Il porte sur la mise en œuvre du programme d'appui à l'accélération de l'accès durable à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, PADEA. Le PADEA vise à améliorer les conditions de vie des populations d'ici à 2017. 600 000 nouvelles personnes devraient avoir accès à l'eau potable grâce aux nouvelles infrastructures et au traitement de l'eau à domicile. 500 000 nouvelles personnes utiliseront des latrines améliorées. 375 000 personnes auront adopté la pratique de lavage de mains au moment clé. Et 45 000 élèves et 5 000 patients du centre de santé auront accès à un paquet wash de base. Il s'agira pour les ministères de tutelle de renforcer les capacités du secteur de l'assainissement, de la santé et de l'eau. Le déficit de ce liquide est estimé à 150 000 m3 par jour. La réhabilitation d'un certain nombre de pompes manuelles, pompes à motricité humaine à l'intérieur du pays qui sont en panne, on va les réhabiliter. Et ils vont également faire de nouveaux points d'eau dans les localités où il n'y en a pas, mais également de nouveaux points d'eau dans des localités où il n'y a pas suffisamment de pompes, la population ayant accru en nombre. Coût total du projet, 7 milliards 41 millions de francs CFA, dont plus de 5 milliards financés par le gouvernement néerlandais, 347 millions par l'État de Côte d'Ivoire, 372 millions par l'UNICEF et 377 millions de francs CFA par les populations bénéficiaires. La ville de Doropo dans le nord-est du pays sur la voie du développement. L'eau y est offerte gratuitement aux populations. Seule l'électricité demeure une préoccupation pour les populations de cette localité. À ce niveau, des efforts sont en cours. Serge Gangomin, Patricia Omouetia. Doropo est situé à 75 km de Bouna et à seulement 25 km du Burkina Faso. Cette ville ivoirienne est en plein essor. De nouvelles constructions ont vu le jour, ainsi que le renforcement des infrastructures urbaines à cause surtout du passage du chef de l'État dans la région du Bunkani. Avant l'arrivée du président de la République, à l'occasion de sa visite d'État, au mois de novembre, le problème d'eau se posait. Mais depuis sa visite mémorable du 28 novembre à Doropo, l'eau est servie gratuitement à la population. Si pour l'heure, la population de Doropo a accès à l'eau potable, ceci n'est pas encore le cas pour l'électricité. Je gère un maquis, mais j'ai un problème de courant. Je ne suis pas le seul, c'est comme ça partout à Doropo. Nous demandons des compteurs, mais on n'arrive pas à en avoir. Donc à chaque fois, on nous dit non, il faut aller à Bouna. Moi, je suis allé 2 fois à Bouna, mais c'est le même problème. Moi que je n'arrive, l'électricité
était servi de 18h à 6h du matin. Ça veut dire que dans la journée, il n'y avait pas de courant. L'administration ne travaillait pas. Dieu merci, on vient de bénéficier d'un groupe électrogène de 800 caviar du président de la République. 22 heures de fourniture de courant. Et mieux, le président a promis d'envoyer 2 groupes. Ça ne saurait tarder. Une fois la solution au problème d'électricité trouvée, Doropo fera partie des villes les plus animées et prospères de la Côte d'Ivoire au vu de ses ressources minières, notamment l'exploitation de l'or dans cette localité. Retour dans la capitale économique ivoirienne avec ces vendeurs ambulants qui envahissent le quartier des affaires d'Abidjan, le plateau. On les retrouve pratiquement dans tous les coins de rue. Ils ternissent même très souvent l'image de la capitale économique. Le constat de notre reporter Honorine Anigori. Ce que vous voyez là ne se passe pas dans un quartier précaire. Il s'agit bel et bien de la commune du Plateau, précisément au portail de la cité administrative. Des femmes en train de vendre du maïs préparé et de la banane braisée, au vu et au su de tous. Ça fait longtemps un peu. Et de surcroît, cette vendeuse et une autre se plaignent d'être traquées par la police municipale comme si c'était normal. Comprenez-les, leurs clients sont des passants et la plupart des travailleurs de la cité administrative. Les clients viennent partout, en haut, vers midi. Et la mairie pour nous pousser ici. Vous l'avez dit, la mairie n'a qu'à nous laisser tranquille, on n'a qu'à vendre pour débrouiller nos enfants là. Je vends ce plateau ici. Depuis que la mairie n'a qu'à nous laisser, on va vendre. Les clients là, ils sont dans les tours, là, ils sont dans le bureau, ils descendent puis ils payent avec nous. En tout cas, on y trouve un peu de tout. Ces petits commerçants qui vendent ça et là, dans le plateau, ne font pas du tout la fierté de cette commune vitrine. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Ils vendent entre les voitures et dans les tours. Donc, je propose que l'État de Côte d'Ivoire puisse les caser. Bon, quelquefois, ça nous arrange que nous, les travailleurs du plateau. Parce que dans la mesure où on n'a pas le temps de faire nos courses et autres, puis bon, rapidement, on peut avoir un petit gadget là, puis bon, aller à la maison. Ce genre d'activité n'est pas légal dans la mesure où il y a des endroits qui sont appropriés pour faire le commerce. La municipalité du plateau ne croise pas les bras. Elle essaie de sensibiliser ses commerçants et prévoit les caser les mois à venir afin de redorer l'image de marque de la commune. Notre volonté, ce n'est pas d'empêcher les femmes de s'occuper mais de prospérer. Nous estimons que la commune du plateau n'est pas comme une autre commune. C'est la vitrine de la Côte d'Ivoire, c'est le centre des affaires. Là, il y a un marché africain qui est prévu également pour pouvoir caser ces dames-là. La commune du plateau n'est pas l'apanage des petits commerçants. Au carrefour de l'Indénié, sur les latrines au quartier dit résidentiel de Cocody, au carrefour de la zone 3 et 4, au boulevard Nangui à Brokwa, à Adjamé, là, on n'en parle pas. Autre sujet, l'association Resto du Ramadan veut aider les musulmans les plus démunis à rompre décemment leur jeûne. Elle a initié une caravane dans toutes les communes du district d'Abidjan pour offrir des repas de rupture de jeûne à tous les musulmans. Caravane entamée hier à la grande mosquée d'Atekoubé. Herman Niamia. Celui qui donne au jeûneur de quoi rompre son jeûne aura la même récompense du jeûneur. Cette citation du prophète So motive le restaurant du Ramadan qui sillonne depuis le début du mois de Carême les mosquées du district d'Abidjan. Objectif, offrir de quoi rompre dignement le jeûne à tous les fidèles musulmans, surtout les plus démunis. Pour cette étape, ce sont les fidèles musulmans de la grande mosquée d'Atekoubé qui ont été les heureux bénéficiaires. 500 repas leur ont été servis. C'est une manière pour nous de donner une certaine joie à cette communauté en période de rupture. Donc c'est ce qui nous a plus motivés à nous organiser et à créer le restaurant du Ramadan, qu'on appelle le Resto du Ramadan. Notre intention, c'est d'étendre ça à plusieurs années et de faire de ça une institution. Le Ramadan étant un mois de privation, mais surtout de spiritualité, selon les initiateurs, ces repas vont soulager les bénéficiaires du stress, de la rupture et leur permettre de se concentrer sur l'aspect spirituel de ce mois. À travers cette initiative, le restaurant du Ramadan entend aussi promouvoir le partage, l'amour et la solidarité au sein de la communauté musulmane. Après la commune d'Atekoubé, le restaurant du Ramadan se rendra dans les communes d'Adjamé et de Yopougon.
Dans l'actualité à l'étranger, à 72 heures de la présidentielle malienne, la CEDEAO envoie dans le pays plus de 200 observateurs. La mission dirigée par l'ancien président ghanéen John Kufuor est arrivée ce mercredi à Bamako. Elle se réjouit des conditions sécuritaires en place. Le point de notre envoyé spécial à Bamako, Sylvie Touré. Ils sont issus de tous les pays membres de la CEDEAO à l'exception du Mali. Au nombre de 250, ces observateurs seront déployés dans les 8 régions administratives du Mali, avec pour mandat la supervision du scrutin. Des observateurs qui notent déjà un premier satisfecit, les conditions sécuritaires. Le gouvernement malien a pris des mesures de sécurité et nous en sommes conscients et nous faisons confiance à ces mesures prises par ce gouvernement. Ces mesures ont été aussi renforcées par les mesures de sécurité prises par les Nations Unies. Et tout cela renforce la sécurité autour du processus électoral dans le pays. Ces observateurs devraient être rejoints ce mercredi après-midi par l'ancien président du Ghana, John Kufuor, responsable de la mission d'observation de la CEDEAO. La région de Kidal focalisera assurément les attentions. Le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO pour le Mali se réjouit de l'engagement des groupes rebelles au bon déroulement du scrutin. À l'évaluation, nous avons la satisfaction de constater que tous les groupes qui jadis étaient opposés à la fois au gouvernement malien mais aussi à l'organisation des élections ont pris un engagement très fort de s'impliquer pour que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Du côté du gouvernement, une rencontre avec les représentants des différents candidats a eu lieu ce mercredi. Il s'est agi pour le ministère de l'administration du territoire de faire l'état des lieux et de présenter les dispositifs de transparence mis en place pour assurer la crédibilité du scrutin. Fin de campagne au Togo où les électeurs votent demain pour élire les 91 députés de l'Assemblée nationale. Une campagne relativement sereine depuis que l'opposition a décidé de participer au scrutin. Hier, Lomé accueillait les derniers meetings. Reportage. Vague orange à Lomé mardi soir pour son meeting de fin de campagne. L'Alliance nationale pour le changement a rassemblé ses partisans dans la capitale togolaise. Membre du collectif Sauvons le Togo, l'ANC a refusé dans un premier temps de participer aux législatives de jeudi, puis s'est ravisé au début de ce mois après des pourparlers et un accord avec le pouvoir. L'objectif, traduire sa capacité à mobiliser les foules en suffrage. L'adhésion populaire, c'est notre force parce que les populations comprennent nos positions et les soutiennent. Un ancrage hérité pour beaucoup de l'Union des forces du changement, dont l'ANC est une dissidence. Jadis leader de l'opposition, le parti de Gilchrist Olympio a perdu la moitié de ses troupes quand il a rejoint la mouvance présidentielle il y a 3 ans. Notre parti reste solidement ancré au Togo. Et depuis 3 ans, nous ne sentons pas que nous avions perdu quelque chose. Ceux qui sont partis sont libres de partir. Ils ont constitué un autre groupement, n'est-ce pas? Nous leur souhaitons bon vent. Les divisions de l'opposition, du pain béni pour l'Union pour la République, la nouvelle dénomination de l'ancien parti unique. Au pouvoir sans discontinuer depuis 50 ans, le parti présidentiel a concédé un redécoupage électoral censé réduire le poids du Nord qui lui est fidèle, mais moins peuplé. Ce qui a permis d'éviter un boycott du scrutin et au total, 26 partis participent aux législatives, 91 sièges sont à pourvoir pour la dernière élection test avant la présidentielle de 2015. Et j'en viens à ce rapport très alarmant. En Afrique, la mutilation génitale féminine risque de toucher plus de 30 millions de jeunes filles à l'horizon 2020, selon un rapport de l'UNICEF. C'est douloureux et cela bouleverse la vie des femmes à tout jamais. L'excision touche 140 millions de femmes à travers le monde et quelques 30 millions de fillettes pourraient subir cette mutilation génitale dans les 10 prochaines années. C'est ce que révèle une étude inédite de l'UNICEF. L'excision est un vrai fléau et les cicatrices qu'elle laisse sont à la fois physiques et psychologiques. Les témoignages montrent souvent l'ampleur du traumatisme. Ce que je retiens encore, c'est que quand ils ont fini de m'exciser, qu'on m'a fait debout, celles qu'on avait fait avant moi, ils étaient assis sur des feuilles. J'ai vu du sang partout. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui,
je garde encore dans la tête. Le rapport de l'UNICEF montre cependant que l'excision est en recul. En Somalie, où 98% des femmes sont mutilées, des associations parcourent les villages et les écoles pour convaincre qu'il faut abandonner la pratique. Difficile quand la plupart des familles pensent que c'est une obligation religieuse. D'où l'importance de l'influence d'érudits musulmans qui expliquent que l'islam ne reconnaît pas la mutilation génitale. Cette pratique de mutilation sur les femmes n'est pas une croyance religieuse. Même le prophète Mahomet n'a pas excisé ses filles et personne ne l'a pratiqué à son époque. Par conséquent, les mères doivent être plus sensibles et ne plus penser que c'est un péché si elles n'excisent pas leurs filles. Parler, échanger, sensibiliser. Pour l'UNICEF, c'est ce qui permettra petit à petit un changement des mentalités. On voit que dans certains pays, il n'y a pas autant de changements de la pratique, mais on voit quand même qu'il y a ce dialogue public qui est maintenant plus ouvert qu'il y a 5 ou il y a 10 ans, et que ça, c'est vraiment le premier pas avant de vraiment voir un plus de changement dans la pratique elle-même. L'excision est hors la loi dans 25 des 29 pays étudiés. Mais légiférer ne suffit pas car les coutumes sociales, familiales, ethniques et religieuses ont la dent dure. Mais aujourd'hui, des voix nouvelles se font entendre, notamment celles des hommes, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir mettre fin à cette pratique. Je vous propose maintenant ce voyage aux trousses de l'actualité dans le monde, en bref et en images. On se rend d'abord en Irak qui a connu de nouvelles violences. L'Irak s'enfonce dans la spirale de la violence. En l'espace de quelques minutes, 4 mosquées sunnites de Bagdad et Kirkouk ont été la cible d'attentats kamikazes la nuit dernière en pleine prière. Bilan, 12 morts et une cinquantaine de blessés. Ce matin, c'est un commissariat de Mossoul qui a été attaqué au mortier par un groupe armé. 9 policiers ont perdu la vie. Les violences entre chiites et sunnites ont flambé ces dernières semaines. 630 personnes ont déjà péri depuis le début du Ramadan. Coup de force des manifestants anti-gouvernementaux en Bulgarie. Au 40e jour de leur mobilisation, ils ont assiégé le Parlement où se trouvaient une centaine de députés, ministres et journalistes. Le siège aura duré 9 heures avant l'intervention musclée des forces de l'ordre. Bilan, 17 blessés dont 3 policiers. Les manifestants protestent contre l'oligarchie qui, selon eux, dirige le pays. Ils réclament la démission du gouvernement. C'est dans ce tribunal de Moscou que s'est ouvert ce matin le procès très attendu des assassins présumés d'Anna Politkovskaya. Il y a 7 ans, cette journaliste et opposante russe avait été retrouvée criblée de balles dans le hall de son immeuble. Ses proches boycottent le procès qu'ils jugent illégitime à cause de la composition du jury. Premier baptême de feu médiatique pour le bébé royal. Moins de 48 heures après sa naissance, il a été présenté sous les acclamations à la presse, venue immortaliser l'image historique. Il a une sacrée paire de poumons, ça c'est sûr. C'est un beau bébé, il est assez lourd. Nous réfléchissons toujours à un prénom, nous l'aurons aussi vite que possible. Le bébé immortalisé, la famille princière va à présent se retirer quelques jours à l'abri des regards. On termine ce journal en sport. Depuis lundi, Abidjan abrite la 5e conférence des ministres des Sports de l'Union africaine. Une réunion initiée depuis 2006 pour permettre aux experts et responsables des sports de passer en revue les performances africaines et de faire des propositions en vue de les améliorer. Une conférence en 2 étapes principales, la réunion des experts et celle des ministres. Cathy Touré. Après la réunion des experts, les ministres des Sports se retrouveront les 25 et 26 août pour la 2e étape de la 5e conférence des ministres des Sports de l'Union africaine, la CAMS 5. À l'ordre du jour, l'examen du rapport de la présidente de la Commission de l'Union africaine sur la mise en œuvre des décisions de la CAMS 4 qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie en octobre 2011. Une table ronde sur le thème de la conférence, à savoir utiliser le sport comme facteur de réalisation des programmes nationaux de développement, figure au menu de cette rencontre ministérielle. En choisissant ce thème, l'Union africaine voudrait d'une part montrer l'imbrication du sport dans tous les secteurs d'activité
et d'autre part manifester sa volonté d'utiliser le sport comme un des moyens pour booster le développement de nos pays. Les travaux porteront également sur le rapport intérimaire relatif aux Jeux africains de 2015 de Koja-Brazzaville, ainsi qu'à la performance des pays africains aux Jeux olympiques et lors des principaux événements sportifs internationaux. Enfin, le dernier jour sera consacré à la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur en Afrique. Le CAMS 5, ce sont environ 200 experts et ministres des Sports qui se penchent sur l'avenir du sport africain. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.